Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Ouverture ce mercredi à Conakry de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. 7 projets et propositions de loi sont au programme. L'opposition crie déjà à l'omission du projet de loi portant sur la CENI et c'est le premier vice-président de la dite institution qui a présidé la session. Les responsables du département des transports et autres structures partenaires se sont rencontrés ce mercredi. Ensemble, ils ont discuté de la réduction des accidents de circulation et de l'établissement d'un véritable plan de sécurité routière à Conakry. Le secrétaire général des Nations Unies condamne les crimes de guerre qui continuent d'être commis en Syrie. Il fustige par la même occasion l'attaque chimique qui a fait des centaines de morts dans la ville de Khan Sheikhoun. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, ouverture ce mercredi de la session ordinaire des lois à l'Assemblée nationale. D'entrée, il faut noter que c'est le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a dirigé les travaux à la place de Claude Kory Kondiano en déplacement au Togo. 7 projets et propositions de loi sont au programme. Déjà, l'opposition crie à l'omission du projet de loi portant sur la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. La synthèse avec Mamadou Sadio Balé. La proposition de loi organique portant un règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le projet de loi organique du Haut Conseil des collectivités locales, le projet de loi portant code forestier de la République de Guinée figurent parmi ces 7 projets de loi. Les autres portent sur des accords économiques entre la Guinée et des partenaires étrangers. Mais ce qui tient à cœur l'Assemblée nationale, c'est la construction de son siège. Nous demandons à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de bien vouloir diligenter la libération du site affecté à cet ouvrage attendu, que la coopération chinoise est fin prête pour la réalisation de cet édifice et son équipement. À cet égard, permettez-moi de vous informer que le premier site qui avait été retenu à cet effet est aujourd'hui occupé par l'EDG. Et celui qui nous a été proposé en remplacement, très apprécié, par le bailleur de fonds est derrière la RTG. Nous souhaiterions que son attribution soit confirmée par les autorités. Saloum Cissé, qui remplace le président Claude Kory Kondiano, invite la classe politique à adopter un tempérament apaisé lors des prochaines consultations électorales. Dans la perspective des prochaines consultations électorales, j'invite la classe politique et l'ensemble des acteurs électoraux à la sérénité et surtout au respect de la loi pour maintenir le climat apaisé auquel nous sommes parvenus grâce aux efforts de tous. Un appel qui risque de ne pas trouver de preneur car l'opposition critique ouvertement l'omission du projet de loi portant sur la CENI dans le discours d'ouverture. Elle exige une correction au plus vite. Les responsables du département des transports et autres structures affiliées sont en concertation ce mercredi pour réduire le nombre de cas d'accidents de circulation et l'établissement d'un véritable plan de sécurité routière. Reportage d'Ibril Ba et Ibrahim Assouma. Aujourd'hui, tous les acteurs impliqués dans le secteur réfléchissent sur l'élaboration d'un plan national de sécurité routière. Cette volonté doit traduire l'engagement de chacun, a dit le ministre des Transports. N'est plus acceptable ni tolérable. Il est donc impérieux et urgent d'agir et agir ensemble pour lutter contre ce fléau. Étant donné que la plupart des accidents imputables aux facteurs humains et qu'on aurait pu éviter en observant simplement la prudence et les règles de la circulation routière. La direction centrale de la sécurité routière est plus que jamais touchée. Ce service mesure à juste titre une démographie galopante qui influence négativement presque tous les plans de circulation établis dans la capitale. La sécurité routière, ce n'est pas une fatalité. Il y a l'homme, il y a les routes, et il y a les véhicules. Nous, hommes, qui établissons toutes les règles, il s'agit de se concerter, de se dire la vérité et de copier sur les autres.
Le bilan des accidents de la circulation se chiffre à 5000 cas par an et 400 personnes en sont mortes, ce qui ne laisse pas insensible le ministère des Transports. Et le président de l'Union nationale des transporteurs reste favorable aux mesures envisagées par le ministre Oye Guilavogui, un message qu'il compte livrer au syndicat des transporteurs. Je vous propose de le suivre au micro de Djibril Ba. Les permis sont donnés n'importe comment. C'est pourquoi d'abord il y a de fréquents accidents. Les véhicules sont vétustes, complètement vétustes. Donc il faut essayer de voir comment il faut changer ces véhicules-là. Et voir les hommes qu'il faut mettre à la disposition de la circulation routière. Parce qu'il ne faut jamais, au grand jamais oublier cela. Il faut des hommes pour pouvoir organiser cela et punir sévèrement ceux qui faillissent aux différentes lois. Autre chose dans cette édition, les jeunes de l'Axe et la baïonnette intelligente montent au créneau après le reportage de Sarah Sako de la télévision France 24. Ils fustigent le manque de professionnalisme de la journaliste qui a abusé de leur confiance et a terni leur image. Sarah Sako avait montré les jeunes à visage découvert en train de fumer le chanvre indien, ce qui avait précipité une descente musclée des forces de l'ordre sur les lieux. Alceni Bari a assisté à leur conférence ce mercredi à la maison de la presse suivie. Nous avons estimé que Sarah Sako n'a pas fait de professionnalisme dans son travail. Parce que le lendemain, vous êtes témoin oculaire, ce qui s'est passé. Il y a eu une descente musclée des forces de défense et de sécurité à Amdalaï, précisément à Nyariwada, et avec des vacarmes de tir et en même temps en emportant même des motos. Donc c'était une panique générale. C'est par ces mots que la conférence de presse de la baïonnette intelligente et les leaders des jeunes de l'Axe a débuté. Sarah Sako a fait son reportage sur les jeunes de l'Axe sans les mettre sous le sceau de l'anonymat, se livrant à la consommation du chanvre indien. Ils disent être trahis. Elle a abusé de notre confiance et de notre hospitalité parce qu'elle seule, je ne pense pas si elle aurait pu avoir le kilo quand même d'aller dans ces ghettos, dans ces endroits pareils. Et nous, notre objectif d'ailleurs même, c'est de tirer ces jeunes-là dans ce désespoir, les jeunes désœuvrés, pour les ramener à la raison et les accompagner afin qu'ils puissent mobiliser leur énergie pour le développement de la Guinée. La baïonnette intelligente appuie les leaders de l'Axe dans le cadre de la formation, de la notion des droits de l'homme et la qualification professionnelle. Pour ce membre de la structure, la journaliste a sapé leur effort. Nous étions conscients qu'il y a des problèmes, il y avait des violences, mais depuis juin 2013, les choses sont en train de changer. Pour preuve aujourd'hui, il y a une sorte de pont que nous avons réussi à initier entre les forces de l'ordre et les jeunes leaders de l'Axe. Il y a des pratiques, disons, de la culture non violente qui sont en train d'être intégrées par ces jeunes de l'Axe. Et au sortir des différentes formations, il y a même d'autres jeunes qui ont créé des associations qui œuvrent dans le cadre de la lutte non violente. Arrêtés le 1er mars lors d'une descente musclée à Nyariwada, ils ont tous été libérés. Ces jeunes envisageraient de porter plainte contre la journaliste de France 24. Le projet d'assainissement de la ville de Conakry est en réflexion depuis ce mercredi. L'approche est d'intégrer les filières de déchets solides avec les filières de déchets liquides en mettant en focus à la fois sur les solutions techniques innovantes, les mesures institutionnelles et financières et la restauration de l'environnement. Les premiers résultats seront restitués en juin prochain. Ensuite, la présentation du projet. Mariam Nabé Amara Alexila pour le compte-rendu. Un atelier sur le projet d'assainissement de la ville de Conakry s'est ouvert ce mercredi. Les réflexions vont porter sur la problématique des eaux pluviales, des boues de vidange et des déchets solides qui empestent la capitale guinéenne et met en péril la santé des populations. Les déchets de façon générale, vous avez les déchets solides, vous en parlez, mais la particularité de Conakry, c'est l'imbrication de l'ensemble de ces problèmes. Vous ne pouvez pas régler le problème des déchets solides à part, des eaux pluviales à part, des eaux usées à part, des boues de vidange à part. Donc l'approche stratégique, c'est de mettre en place un système intégré qui prend en compte l'ensemble de ces problématiques, maintenant avec l'implication de l'ensemble des secteurs. Sur le plan hydrologique et hydraulique, l'identification et la caractérisation des bassins versants et la détermination des débits de crues pour des périodes de retour de 10 et 50 ans sont indispensables. Proposer des stratégies permettant une synergie entre les filières déchets solides et déchets liquides. Je veux parler des eaux pluviales, des eaux usées et des boues de vidange.
Donc il faut une synergie absolue. Lorsque vous traversez la ville de Conakry, lorsqu'il y a eu les grandes pluies, vous vous rendrez compte que cette synergie est une obligation au sein du gouvernement parce que l'on jette les déchets où? Les déchets solides, c'est dans les caniveaux. Et ce sont les eaux pluviales qui drainent ces déchets vers les rues. L'amélioration des conditions d'extension des décharges et la précollecte sont des points majeurs du projet. Si des partenaires comme la BIG nous donnent l'opportunité de faire une étude et donc d'avoir des projets fiables, bancables, ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à faire de cet argent, mais c'est parce qu'ils se soucient de la vie d'une partie de la population mondiale. Avec un budget indicatif de 50 millions de dollars, les premiers résultats du projet seront restitués en juin prochain. Depuis 2005, les moyennes annuelles sont prises en compte par l'enseignement préuniversitaire en Guinée. Si cette mesure a porté des résultats concluants pour améliorer le système éducatif, cette année, le tout nouveau ministre dévoile l'engagement et la volonté d'entamer ces réformes tout en commençant par l'annulation systématique des moyens de cours lors de la correction des examens nationaux. Quel incident pourrait engendrer cette volonté une fois matérialisée? Suivez ce reportage de Kadia Diallo et de Yacouba Traoré. En perspective des réformes du système éducatif guinéen, le nouveau ministre de l'enseignement préuniversitaire entend annuler les moyennes annuelles pendant la correction des examens nationaux en raison du gonflement des notes dans les institutions d'enseignement, notamment celles privées. Une volonté certes qui consiste à guérir les maux dont souffre le système éducatif par endroits, mais son applicabilité n'est pas sans conséquence. Si cette année, avec beaucoup de supputations, beaucoup de critiques, je crois que si le ministre a pris cette décision quelque part, il a ses raisons. Nous sommes prêts à l'accompagner, mais le seul ou le petit impact que cela va engendrer, c'est du fait que les élèves, sachant que les moyens ne vont pas les accompagner, leur gestion sera un peu difficile. La mise en application de cette décision est diversement appréciée par le corps professoral. Certains enseignants disent être disposés à accompagner cette mesure corrective, mais conservent un bénéfice du doute quant à sa portée. Tout ce qui peut rendre l'école guinéenne balbutiante, il faut lutter contre tous ces phénomènes. Donc les notes falsifiées, faramineuses qu'on octroie aux élèves, bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais si ça peut peut-être atteindre jusqu'à un certain niveau la formation de l'enfant, on doit prendre des dispositions. Mais vouloir aussi annuler les moyennes annuelles, il faut prendre aussi d'autres mesures, des mesures palliatives. Parce que ces mesures palliatives, il faut que le cabinet réfléchisse dessus. Ça devient très compliqué, mais pour le moment, nous, en tant qu'administrateurs, nous ne pouvons que peut-être accompagner l'esprit d'engagement. Dans les établissements, les encadreurs affichent un scepticisme du point de vue assiduité des élèves une fois l'application de cette décision. Leur souhait serait de surseoir à la décision pour l'année prochaine. Pas d'infrastructure. Pas d'école ni hôpital, c'est ce calvaire que les populations de Gawal dans la sous-préfecture de Djanwali traversent depuis la Première République. Les enfants grandissent sans connaître le chemin de l'école. Le député Ousmane Gawal Diallo avait promis de construire une école dans la localité pour permettre aux enfants d'aller à l'école, chose faite. Mais pire, cette initiative ne plaît pas aujourd'hui aux yeux des autorités de la préfecture. On l'accuse de n'avoir pas informé les autorités avant cette réalisation. Quant à la population, elle apprécie l'œuvre du député. Mohamed Valek Touré et Awal Kamara de retour de Gawal suivi. Nous sommes à Djanwali, dans la préfecture de Gawal, un district qui depuis les années 58 est démuni d'infrastructures publiques. Elle n'a ni école ni hôpital. Les populations de cette localité traverse de nombreuses difficultés durant des années. Notre situation est compliquée. Quand quelqu'un tombe malade, on lui met dans un hamac pour le transporter à l'hôpital. On n'avait pas d'école, ne serait-ce qu'une seule. Mais grâce à Ousmane, nous allons bientôt en avoir. Et ce n'est pas par contrainte qu'il nous l'offre.
Ces jeunes sont tous nés et ont grandi dans cette sous-préfecture mais n'ont jamais fréquenté l'école. Grâce à l'appel lancé par certains fils de la localité, le député Ousmane Gawal a pris l'initiative de construire ce bâtiment pour permettre aux enfants d'étudier. Il lui est reproché de n'avoir pas informé les autorités. L'autorité ne nous a apporté aucune aide. J'ai pas dit que ça ne viendra pas, mais pas encore. C'est Ousmane Gawal seul qui nous a apporté cette aide. Un véritable calvaire pour la population qui estime qu'elle est délaissée par l'État. Les enfants grandissent sans aucune formation de base. Elles ignorent c'est quoi l'école. L'État devrait s'y mettre pour changer l'image de ce village et de toute la préfecture de Gawal. La Guinée sur la liste des pays inventeurs de pompes à eau. FAPEL est le nom donné par l'inventeur qui est un natif de la région du Fouta. La pompe FAPEL se trouve installée dans 50% des foyers de la région de la baie. Le reportage de Malik Sangiana Kamara et de Djibril Kabak Kamara. L'inventeur de cette pompe est diplômé en ingénierie hydraulique. Dans sa communauté, l'obtention de l'eau potable n'était pas une chose facile. D'où son inspiration pour répondre aux besoins vitaux. Après plusieurs années de recherche, la trentaine réussit à inventer une pompe qu'il va nommer FAPEL. J'ai développé une technologie très simple à travers des matériaux de récupération et des produits recyclés pour donner de l'eau potable et de l'irrigation vraiment à ma population qui en souffre énormément. 25% des Guinéens s'approvisionnent en eau de robinet. La quasi-totalité vit d'eau de source ou puiser des fonds de puits rendant difficile l'accès à l'eau. L'entreprise déjà en place dans la ville de l'Abbé, ici, c'est le travail qui prime d'abord. Chacun est occupé, pas de temps à perdre. Tourneur, chaudronnier, forgeron, l'outil à dompter est le métal. Les apprentis, quant à eux, sont sous les derniers réglages et le magasin est là pour le stockage. L'invention des barils, en plus de favoriser l'accès à l'eau potable, a permis à ces jeunes déscolarisés d'être autonomes. Dans la vie sans métier, surtout la jeunesse d'aujourd'hui, si tu n'as pas de métier, c'est pas facile de vivre, surtout chez nous ici. Ma passion est de faire, après avoir fini de faire ce travail, c'est-à-dire de former une autre entreprise, moi aussi, former mon propre projet. Adibou Bari se bat de nos jours pour faire reconnaître son invention auprès du SNAP, malgré qu'il soit bénéficiaire du premier prix de l'innovation de la Jeune Chambre internationale en 2008, prix du Salon de la Solidarité en 2014, en novembre 2016, prix de la France s'engage au Sud, enfin, le prix du meilleur start-up au Maroc. Et c'est tout pour cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout, restez avec nous, nos programmes continuent et passez une excellente soirée où que vous êtes. Au revoir.